Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous présenter, de vous proposer ma review de l'épisode 79 de Dragon Ball Super qui vraiment nous a mis dans l'ambiance de Dragon Ball Z. On y était vraiment. Cet épisode a permis de voir s'opposer Basil le Kicker et Majin Buu, et on a même eu le dénouement de ce combat-là, durant le match préliminaire du tournoi de Zeno. Alors dès le début de l'épisode, Basil le Kicker de l'univers 9 rit et se moque de Buu en disant haut et fort à quel point il le trouve nul, vraiment nul au combat, et qu'il serait même un mauvais divertissement pour passer du temps. Sauf que bien sûr, Buu est juste en train de s'amuser avec son gentil chien, on va dire, et même d'ailleurs le Kaioshin de l'univers 7, qu'on appelle Neptune en VF, est surpris et ne comprend pas du tout que Buu se retienne énormément, et donne même l'air de ne pas comprendre la situation. Et c'est bien compréhensible que Kaioshin soit déçu, soit surpris comme ça, pas forcément déçu mais en tout cas surpris, tout simplement parce que Majin Buu représente pour lui à la base un vrai cauchemar, qui à l'époque, il y a des milliers d'années, a tué ou absorbé tous ses semblables Kaioshin dans le Kaioshinkai. Mais si l'on poursuit sur l'épisode et sur cette review, Ro, le Kaioshin de l'univers 9, c'est comme ça qu'il s'appelle, rit encore plus, il ricane même de la situation et se réjouit déjà. Et je pense que vous avez dû remarquer à quel point Basil, et on a vu aussi pour la Venda, sont très rieurs vis-à-vis de l'univers 7 et très moqueurs. Et ce trait de caractère est similaire à celui de Ro, leur propre Kaioshin. Et j'aimerais vous dire une petite remarque, je pense en fait que ce tournoi c'est aussi, même si personne ne le fait remarquer dans la série DBS, c'est aussi un tournoi des Kaioshin. Personne ne s'en rend compte mais c'est ça, et non pas un tournoi vraiment des univers ou des Akaishin. C'est vrai que les Akaishin sont mis en avant comme étant les têtes d'affiche de chaque équipe. Ils sont un peu les représentants visiblement des univers, mais en fait non, parce qu'il faut tout simplement se rappeler que tout ce qui a été créé dans les univers, toutes les formes de vie mortelles, ce sont les Kaioshin, dieux de la création qui les ont créés. Et sachant que très souvent les dieux créent les mortels à leur image, c'est donc vraiment pas étonnant de voir que Basil et la Venda sont créés à une image assez proche de celle de Ro, très moqueur. Et de voir que par exemple Goku et Gohan sont assez à l'image de Neptune dans l'univers 7. Ou alors que Toppo est à l'image de Kai, le Kaioshin de l'univers 11. Bien sûr, il y a de mauvaises créations dans les univers, tout ça pour un rôle d'équilibre. Mais globalement, je suis sûr qu'on va avoir beaucoup d'autres similitudes dans ce tournoi entre les mortels participants et leur propre Kaioshin. Bon, concernant Ro, je pense pas qu'il représente une réelle menace par la suite de la série, mais par contre la couleur rouge de ses potaras, ses boucles d'oreilles, celles qui permettent de fusionner, les boucles d'oreilles de Kaioshin, m'intriguent énormément parce que dans l'univers étendu, et en particulier les jeux vidéo, ce sont seulement les Makaioshin qui possèdent cela. Ils ont des potaras similaires à celles des Kaioshin, mais ils ont de couleur rouge. Et le fait que les Kaioshin en possèdent de couleur verte uniquement, Whis l'a bien confirmé dans le manga papier, que tous les Kaioshin, désormais, sont censés avoir des potaras vertes. Ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque de DBZ, parce que Kaioshin que l'on connaît, parce que Neptune avait des potaras jaunes. Mais ça a changé, ça a été mis à jour comme information. Je vous proposerai très sûrement une vidéo spéciale sur ce qu'on appelle les Shinjin. Les Shinjin, ce sont les Kaioshin, les Makaioshin et aussi les Kaio. Globalement, c'est ça. Mais j'aimerais vous apporter une petite idée là durant cette review en me basant sur la fameuse interview de Toriyama dans laquelle il avait expliqué comment les Kaioshin naissent. Dans laquelle il nous avait dit qu'il y avait un arbre, l'arbre Kaiju, dont les fruits donnent naissance aux Kaioshin, je vous la fais en bref, et peuvent aussi donner naissance aux Kaio, tout comme ils peuvent donner naissance aux Makaioshin. Tout cela selon le type de fruit qui sort. Par exemple, un Kaioshin c'est un fruit doré. Et je suis alors parti d'une idée. Vu qu'on est dans un principe d'arbres et de fruits, est-ce qu'on ne pourrait pas donc avoir des fruits qui soient situés un petit peu entre les deux? Comme dans la vraie vie en fait, parfois vous mangez, je ne sais pas moi, une pêche, et elle sera très légèrement sucrée mais pas trop. Donc pourquoi est-ce que cet arbre-là ferait naître des fruits forcément bons, forcément mauvais? Tout comme un arbre dans la vraie vie ne fait pas forcément naître des fruits très sucrés ou des fruits très très amers, c'est pas forcément ça. Et donc, si on part de ce principe-là, de cette petite idée que je vous soumets, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en zone commentaire, on aurait alors des Kaioshin qui pourraient naître mais qui seraient un peu déviants dans leur tête, avec des potaras rouges comme signe distinctif. Tout comme à l'inverse, on pourrait s'imaginer des Makaioshin un peu plus cléments que les autres, un peu moins méchants, avec des potaras disons vertes. Ce qui serait assez drôle à voir comment ils sont traités au sein de leur propre population, parce que je pense que ça créerait des minorités qui seraient mises à l'écart. C'est-à-dire que si tu es gentil, tu fais partie du monde des méchants, t'es pas trop à ta place. Donc ça créerait des sortes de minorités dans leurs espèces et qui pourraient être mal vues parmi les leurs. D'ailleurs, ça se confirme un petit peu avec par exemple le vieux Kaioshin qui a fait comprendre que Ro était en train de le saouler quand il était en train de parler du trio The Dangers. Et même si Beerus n'est pas un semblable de Ro le Kaioshin, on a très bien vu qu'il était en train de s'indigner de voir son comportement dans l'épisode. C'est vrai que Beerus a l'habitude de se chamailler avec son frère Champa, mais je pense qu'il s'attendait à plus de respect venant des autres, c'est-à-dire des dieux qui sont externes, qui ne sont pas de sa famille. En tout cas, c'est juste une petite idée que j'avais envie de vous soumettre.
à ne pas prendre au pied de la lettre, ça n'a jamais été confirmé nulle part, c'est même pas une prédiction de ma part. Et en plus, il faut toujours se dire que Toriyama nous a toujours habitués à nous envoyer, à nous donner des informations en interview, et on ne sait jamais comment les prendre, s'il faut vraiment les prendre au sérieux, ou si le mec était un peu fatigué et a répondu comme ça. C'est aussi ça qui est compliqué à déterminer en fait. Et principalement, ce que j'en ressors de ça, c'est que les rapports, le relationnel entre les dieux, reste assez flou, et j'en attends vraiment plus là-dessus, en tout cas dans la poursuite de la série. Un truc aussi assez drôle avec Basile, tout comme avec Lavenda d'ailleurs, ce sont leurs rires, qui sont très particuliers, un peu comme les personnages de One Piece. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde d'entre vous. Un peu façon Barbe Blanche ou Barbe Noire. Ils ont des rires reconnaissables entre mille. Ça n'a pas d'importance non plus, mais c'était assez drôle à entendre. Comme un élément par exemple sonore peut donner une identité tout de suite à un personnage. Et revenons maintenant sur le combat Basile et Majin Buu, dans lequel Buu se fait malmener, se fait pas mal malmener, en tout cas visuellement, par Basile, mais on voit aussi bien que Goku est très confiant et il est presque souriant. Mais bien sûr, le fléau Majin Buu, comme j'aimerais bien l'appeler, s'abat petit à petit sur Basile. Majin Buu, c'est un peu une machine qui démarre très doucement, qui même rigole et s'amuse avec son opposant, et finit par le massacrer, c'est toujours un peu ça. Et on voit bien que Buu n'a cessé de se relever après chaque attaque de Basile, et ça sera comme ça jusqu'à la fin du combat. Et je profiterai de ça pour vous dire que je ferai une mention spéciale au travail du doubleur du seiyuu, comme disent les japonais, de Majin Buu, qui selon moi a fait un énorme boulot sur les rires de Majin Buu, sur les dialogues, toutes les phrases qu'il a eu à prononcer, sur toutes ses intonations, sur les petits cris d'énervement. J'ai trouvé vraiment le ton de voix du doubleur parfait en toutes circonstances. Et surtout qu'avec Majin Buu, si vous voulez rester crédible avec un personnage comme lui, il y a vraiment un gros boulot de fond à faire en termes de doublage. Et ces rires-là n'ont pas manqué de faire parler la Akaishin femme qui a été révélée récemment, LS. On n'est pas bien sûr de l'orthographe, mais ça sera LS, Gérès, Xérès, RS. Bon, c'est dans ces eaux-là, c'est toujours difficile à traduire depuis le japonais. En tout cas, pour le moment, j'aime bien partir sur LS, on verra ce que nous réserve la série. Et il faut mentionner que, à part Beerus et Champa, qu'on connaît bien, elle est la deuxième déesse après Sidra qui a été mise en avant parmi tous les autres. Bon, il y a le cas du clown, mais lui il a juste été montré dans un gros plan fixe, mais il n'a pas parlé. Et je pense que cette mise en avant en second n'est pas anodine. Et je me pose aussi une question assez drôle, vu qu'elle adore la beauté d'après l'affiche qui la concerne sur le site de l'Ato Animation, je me demande ce qu'elle pense de Majin Buu en termes de physique. C'est vrai qu'il est vraiment bizarre. Je ne parle pas de sa grosseur ou quoi que ce soit, je parle du fait qu'il soit tout élastique, je parle du fait qu'il soit tout rose, enfin je pense que vous m'avez bien compris. En tout cas, je pense que l'univers 7 a marqué les esprits dans ce combat-là, pas forcément par sa puissance, mais surtout pour ses particularités et ses capacités à surprendre tout le monde au moment où personne ne s'y attend vraiment. On sent vraiment que tous les dieux de la destruction sont très observateurs de tout ce combat-là, et c'est même une chance et une opportunité pour eux de voir deux univers s'affronter, pour jauger et adapter leur stratégie ensuite. C'est un peu comme dans des matchs de foot ou de boxe, les équipes où le boxeur s'entraîne au préalable en regardant des vidéos des précédents matchs ou combats de leur futur adversaire. Et là, c'est encore mieux, c'est direct en live, vous allez voir le combat. Et ne pas oublier qu'ils vont quand même voir une démonstration de ce que peut faire Goku. Goku qui est l'élément principal de la team Univers 7. Je ne pense pas qu'il passera en Super Saiyajin Blue face à Bergamo, et ça donnerait alors un bel avantage à tous les autres univers, et ils sauraient vraiment à quoi s'attendre. Surtout que même si Gohan, on sait qu'il va être super surprenant, Vegeta il a tendance à revenir et à dépasser Goku, mais Goku reste quand même le héros, et gardera le rôle principal au final, c'est une certitude. Donc c'est vraiment un gros avantage pour le reste des univers de le voir se battre. Et sinon pour le combat actuel de cet épisode-là, Buu contre Basile, Buu s'amuse de plus en plus. Et contre toute attente, même moi je pensais que Zeno allait s'énerver du fait que Buu s'amuse, mais au contraire, cet amusement est communicatif et les deux petits rois de tout, les Zeno, s'amusent énormément. Buu ne considère pas du tout Basile comme une menace et il n'hésite pas à l'attaquer et le prend même entre ses bras et lui demande de rejouer avec lui. Satan se rend compte alors que Majin Buu pense être là pour s'amuser, mais de toute façon c'est la faute à Satan et à Goku qui l'ont attiré sur le ring en lui disant « Viens là, le chien veut s'amuser avec toi ». Mais cela a l'air en même temps d'exaspérer Beerus. On a vu un petit dialogue dans lequel il dit quoi, Buu s'amuse, mais en même temps je pense que ça le soulage en se disant Buu vient de se faire défoncer devant moi, mais il jouait, donc il en a encore plus sous le pied et il a de grosses réserves. Donc moi à la place de Beerus, j'aurais été très soulagé d'apprendre ça. Buu d'ailleurs nous fait un festival de petites attaques sans trop d'effets et Goku finit par nous faire une remarque plus qu'intéressante, un des gros passages moments forts de cet épisode-là, et Gohan le confirme directement, comme quoi Goku et Gohan ne peuvent pas sentir le ki de Basile, de Lavenda et de Bergamo. Et bien sûr la dernière fois qu'on a eu affaire à ce type de problème-là, ne pas pouvoir sentir du ki, c'était face à des dieux. Mais je vous le confirme, ces gars-là que l'on a là, Basile, etc., ne sont pas des dieux, c'est sûr et certain.
Et ils n'ont même pas de ki divin tout comme Goku pourrait l'avoir. Tout simplement pour une raison majeure, c'est que Goku s'est entraîné à maîtriser son ki divin et il est capable de le sentir lui aussi. Et pourtant, dans l'épisode 79, il n'arrive pas à sentir ce fameux ki. Et justement, si on continue dans l'épisode, Goku nous fait une remarque par-dessus, très bien placée, comme quoi il y a des guerriers à qui et sur qui les normes de l'univers 7, je cite vraiment les mots de Goku, il parle de normes de l'univers 7, ne s'appliquent pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent des formes de combat similaires à l'univers 7, mais pas vraiment, ça n'a pas vraiment les mêmes propriétés, ce qui fait que Goku ne peut pas les sentir. Et je pense vraiment que Goku a vu juste sur ce coup-là. Ils utilisent une forme de ki, c'est clair et net, on a bien vu Basile le concentrer, mais je ne pense pas qu'ils soient capables de masquer leur ki. Vous m'avez souvent fait hier cette proposition durant le live. Je ne pense pas que Basile et ses frères utilisent une technique spéciale pour masquer le ki. Surtout qu'on voit Basile concentrer son ki dans sa jambe, dans ses jambes même, et à ce moment-là, il n'aurait pas pu être apte à le masquer tout en le développant, ça ne va pas ensemble. C'est pour ça qu'on a beau dire que Goku est immature ces derniers temps, c'est vrai, mais au niveau du combat, il reste un parfait expert et génie en son genre. Quand Basile a augmenté sa propre force, je ne parle pas du fruit, on va en parler plus tard, je parle vraiment du power-up naturel de Basile. Quand il a fait une aura rouge autour de lui, on a vu que cette fameuse aura était assez différente, ressemblante je dirais à celle du Super Saiyajin God de Goku, mais dans le film Battle of God, pas dans la série parce que c'était pas vraiment la même technique d'animation, du coup le rendu était différent, mais vraiment dans le film ça ressemble. Et surtout, on a vu la qualité de concentration du ki vraiment pure au niveau des jambes, et le bruit strident comme un sifflement pas très agréable à l'oreille, tandis que le bruit du ki divin est assez apaisant globalement. Donc, au final, je vois bien un Goku s'accoutumer à ces ki-là, s'y habituer, par la suite de l'arc, bien sûr, et pouvoir tous les ressentir. À terme, en fin d'arc, il sera capable. Ça m'étonnerait pas du tout venant de Goku, un peu comme Vegeta d'ailleurs qui a appris, qui s'est efforcé de sentir le ki dans l'arc Namek, l'arc Freezer. Et un autre passage assez marquant pour moi, c'était de voir Goku dire qu'il se languit d'avoir d'énormes combats, et en plus en ayant un gros plan sur le mec à capuche à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler de ce gars-là à capuche dans quelques minutes suivantes de cette review. Je sais que ce passage-là vous a beaucoup plu et moi aussi, ne vous inquiétez pas, on va en parler. En tout cas, Goku s'emballe par rapport à tout ça, et ça déplaît une nouvelle fois à Beerus. Mais oui, c'est lui marque un point en nous disant que Goku arrive à passionner Zeno, arrive à l'emballer à lui aussi, et du coup Goku arrive à s'attirer la clémence de Zeno grâce à cela, et c'est un très bon point en fait. Et pour rester sur le fait que Goku est un expert au niveau du combat, je pense vraiment qu'il a calculé pas mal de choses. Il a bien calculé son coup au niveau de l'ordre de passage de chaque combattant à ce tournoi-là. Je pense qu'il fait exprès d'envoyer Boo en premier, Gohan en deuxième et lui-même en dernier. Tout simplement parce que c'est une sorte de redite, de répétition de l'arc Cell. Goku avait combattu en premier pour que Gohan puisse analyser, comprendre les capacités de Cell. Et ici, c'est Boo qui s'y colle et qui permet d'avoir un combat d'observation. Et Goku demande alors à Basile d'y aller à fond, comme ça il en profitera et pourra observer, et Gohan aussi, les capacités au combat de Basile. Puis on sait alors que Gohan va affronter la Venda, maintenant c'est plus du tout un spoiler, c'est révélé, qui l'on suppose sera le second plus fort de la team Univers 9, ça n'est pas encore déterminé, mais il semble que Bergamo soit quand même le plus puissant des trois. Donc Goku permet vraiment à son fils d'analyser le combat pour pouvoir y être plus performant, surtout que Gohan ressort d'une énorme période sans combat. Il ne veut pas qu'il soit perdu en quelque sorte. Et l'équipe de l'Univers 9 est complètement tombée dans le panneau et Basile s'est mis à power-up, histoire de faire le spectacle et d'amuser la galerie, d'être encore plus moqueur, d'avoir un air supérieur et de le taper avec les bras croisés. Les attaques de Basile sont d'ailleurs assez intéressantes, dont notamment le Shining Blaster, qui a complètement transpercé Boo, un peu comme Majin Vegeta à l'époque, avec son attaque très classe, il faut le dire, qu'il réalisait en pointant 2 doigts vers son adversaire. Concernant Mister Satan et sa blessure, la scène par contre était un peu étrange, mais d'après mon interprétation, l'onde de choc a propulsé Satan sur le sol, qui s'est cogné alors la tête, on voit l'impact, et s'est blessé de nombreuses parties de son corps. C'est pas juste le vent qui a blessé Satan. Et les devins, vous savez, il ne faut jamais blesser Mister Satan, sinon Boo ne sera vraiment pas content. Vu la réalisation, c'est-à-dire toute la mise en scène, je suis sûr que Satan n'a pas feinté, il n'a pas fait exprès pour que Boo soit plus concentré au combat. Surtout qu'on a vu ensuite que les soins de Boo qu'il lui a apportés ont vraiment eu un effet réel. Donc c'est vrai que ça pourrait être une sorte de gimmick que Satan pourra réutiliser par la suite du tournoi, c'est-à-dire faire soi-disant qu'il est blessé pour motiver Boo, mais là, dans ce cas très précis de l'épisode 79, Satan était vraiment blessé. Sinon, mis à part ça, les deux Zeno sont très amusés des capacités de Boo de se régénérer, et c'est la règle principale de ce combat-là, de ce mini-tournoi, c'est d'amuser Zeno. C'est vrai que c'était un combat pas mal entrecoupé de scènes sur Sidra et Ro, les dieux de la destruction et dieux de la création Univers 9. Sidra a l'air plutôt bon, malgré son air très sérieux,
On le sent très compréhensif et il a l'air de pouvoir encore s'étonner des surprises de la vie, telles que ses pouvoirs régénérateurs de Majin Buu. Et en plus de ça, Sidra n'a pas forcément l'air d'être un gars destructeur. Et beaucoup de monde s'étonne de ses fameuses capacités de Buu, tout comme Sidra s'en étonne. Mais Ro, lui, il est beaucoup plus terre-à-terre que son propre Akaishin et il dit que les univers sont remplis de telles créatures. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres Majin dans les autres univers, ça ne veut pas dire qu'il y a un Majin, un équivalent de Buu, dans l'univers 9. Mais ça veut simplement dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres personnages, ayant des capacités très similaires en termes de régénération. Mais c'est vraiment bizarre parce que sur le plan qui a suivi, on a vu Ro s'étonner que Buu arrivait à reformer le centre de son ventre. C'était assez paradoxal et je pense que Ro s'attendait à ce que Buu puisse encaisser et avoir le ventre troué et continuer de vivre, mais qu'il s'attendait pas vraiment au fait qu'il puisse se reformer à volonté. Goku a dit un truc de très juste. Il a dit on retrouve enfin notre Majin Buu et il a vraiment raison. On a eu enfin du vrai Majin Buu qu'on aime, comme à l'époque du Majin Buu agressif qui se donne à fond dans son combat. Son visage très énervé avec toutes les veines, la fameuse vapeur qui sort de sa tête, comme une énorme fumée blanche. D'ailleurs, ça va vous faire rire, ça me rappelle toujours les vieux trains locomotives à vapeur quand Buu fait ça. Et cette fois-ci, dans une scène magnifique, Majin Buu est totalement capable de stopper et repousser l'attaque de Basile. On aurait dit une scène de jeu vidéo quand vous repoussez une attaque ultime, et surtout, il la renvoie comme par hasard vers l'univers 11. Et on va parler du fameux passage dont la plupart d'entre vous ont préféré dans cet épisode-là, c'est bien sûr celui avec le mec sous la capuche. Il se révèle, son Kaioshin l'appelle Toppo, et sur le site de l'Ato Animation, ça correspond à ce gars que je vous affiche à l'écran. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je vous donne les informations principales maintenant. L'Ato Animation décrit Toppo comme étant le chef des Pride Troopers, soit traduit les fiers cavaliers, les fiers soldats, une unité d'élite, héros, protecteur de l'univers 11, et Toppo a été candidat pour devenir le futur Akaishin tellement il est fort. Et on a très bien vu comment il a été capable d'arrêter l'attaque de Basile qui venait d'être renvoyée par Buu. Et il l'a complètement annulé, complètement broyé, écrasé, avec de très jolis effets lumineux. Beerus nous a déjà fait quelques trucs comme ça auparavant dans la série d'ailleurs. Preuve justement que le pouvoir de ce Toppo est proche de celui des dieux de la destruction. Ce personnage transpire la puissance, et sa doublure vocale assez grave colle bien au personnage. Il n'aura que 2 dialogues en disant qu'il s'occupe de la situation, et dit ensuite à Basile et Buu, je pense que le message s'adressait à eux deux, qu'ils ne respectent pas les dieux. Alors je vous prépare une vidéo sur ce gars-là, Toppo, mais pour l'instant j'aurai quelques petits trucs intéressants à vous donner, sans rentrer dans une analyse en profondeur, ce n'est pas l'objet d'une review. Déjà, j'ai remarqué dans l'épisode 79, c'est-à-dire celui-ci, celui d'hier, et je vais vous afficher des images intéressantes à l'écran. En 2 fois dans l'épisode, en tout début et en milieu d'épisode, on voit au loin la plateforme du Akaishin Clown, celui qu'on appellera Vermouth, c'est son nom. Et dessus, on voit très bien l'ange qui ressemble à Harley Quinn, on voit le Kaioshin qui s'appelle Kai, on voit le Akaishin Clown, et on ne voit pas du tout l'ombre, ni la silhouette, ni la tête de ce mec à capuche. Il n'y est pas. À 2 reprises, il n'y est pas. Il y a vraiment que 3 silhouettes que l'on peut distinguer très facilement, et je vous avoue que c'est assez incompréhensible. C'est sûrement dû à une erreur d'animation, donc je vais pas pousser le délire plus loin. Mais c'est vraiment bizarre d'oublier un personnage aussi important. C'est pas comme s'ils avaient oublié Kibito ou Mister Satan sur un plan éloigné. C'est quand même un personnage d'ampleur, et en plus il est volumineux. Et bien sûr, dans le même type de remarque, il y a l'histoire du fameux trailer. Trailer de ce nouvel arc, qui nous est parvenu il y a peut-être plusieurs semaines, voire même un mois, dans lequel je vous montre à gauche à quoi ce mec à capuche ressemblait, et l'Ato Animation l'a modifié, et on voit bien que initialement elle avait prévu de mettre le mec à tête d'alien qui se bat contre Goku dans l'opening, et que soudainement tout a changé. Sûrement parce qu'on avait tous découvert en fait que c'était le mec à capuche qui se cachait dessous, mais je pense que c'est aussi annonciateur du fait qu'il y a eu des changements de scénario derrière, de dernière minute. Je sais pas si c'est à prendre du bon ou du mauvais œil, mais en tout cas il y a eu des changements. Dites-moi ce que vous en pensez, on voit clairement qu'à gauche était l'alien, et à droite ils ont mis Toppo. Si j'ai le temps, j'essayerai de voir si j'arrive à trouver des éléments ou un complément d'information là-dessus que je vous transférerai sur la chaîne. En tout cas, Toppo m'inspire vraiment la confiance et la gentillesse, et surtout, je pense qu'il est juste en toutes circonstances. Par contre, je pense que certains membres de son équipe, les Pride Troopers, ne seront pas forcément aussi bons que lui. Surtout le moment venu, exemple, l'alien. Et là, vous allez vraiment rire, je vais vous faire une référence à laquelle vous vous attendez pas. Toppo m'inspire beaucoup le Père Noël. Oui, vous avez bien entendu le Père Noël. Au lieu d'avoir une grande barbe, il a une énorme moustache, il est grand et imposant tout comme le Père Noël, avec un ventre assez gros et tombant comme le Père Noël, tout comme lui, il inspire la confiance, et comme on a vu dans le trailer, son costume de Pride Troopers est quasiment tout rouge, avec un peu de noir, mais il est quasiment tout rouge. C'est une remarque assez drôle, je trouve. Je pense pas que ça soit vraiment une inspiration, mais en tout cas, c'était drôle. Ce gars-là a même réussi à marquer Champa,
Et Ciampa a compris que ce qu'il vient de faire, l'annulation d'attaque, ce n'est pas rien. Mais maintenant, on va reprendre sur Boo, qui va enchaîner Basile dans tous les sens, qui va même jusqu'à causer un ring out, une sortie de ring. En tout cas, cette règle n'amuse pas du tout Zeno, et ne sera donc pas incluse dans ce tournoi. C'est mentionné par le grand prêtre. Donc, on est sur un tournoi qui ressemblera à la deuxième partie du Cell Game. Basile demande alors à Raw de lui donner cette chose, sans en dire le nom. Et Raw lui répond en disant « tu en es responsable » et finit par lui balancer cette espèce de fruit vraiment ressemblant au fruit de Thalès, mais en plus petit. En tout cas, la ressemblance est vraiment frappante. Je pense que quand Raw a dit à Basile « tu en es responsable », je pense que c'est parce que c'est lié aux limites d'utilisation et que le corps doit saturer, doit vite atteindre ses limites, un peu comme si vous utilisez le Kaioken. À un moment, vous ne pouvez plus tenir, donc je pense que si vous utilisez ce fruit, vos muscles sont trop surdéveloppés. Je pense que c'est ça la cause principale et donc à Basile d'en assumer la responsabilité. Et d'ailleurs, ça a donné visuellement un power-up très impressionnant pour Basile, très typique de Dragon Ball Z, les gros muscles, la grosse aura autour de lui, les changements de couleur des yeux, et les deux Zeno sont très contents de voir ça. Donc, on pourrait vraiment déduire que les deux Zeno aiment Dragon Ball Z, mais vraiment plus sérieusement et blague à part, Beerus parle de drogue, c'est pas faux. Et Raw répond que Boo a aussi des capacités plus qu'étranges, sauf que ce fruit, comme le mentionne Beerus, est extérieur, c'est un élément extérieur, alors que Boo est né comme ça, ce n'est pas pareil, ce n'est pas du dopage. Raw est clairement de mauvaise foi. Le grand prêtre dit et confirme qu'il y aura de vraies règles établies pour le vrai tournoi de la puissance. Mais que d'ici là, c'est différent et il faudra plaire à Zeno, c'est tout. Mais à vrai dire, je pense qu'au tournoi, ce sera la même chose, il faudra plaire à Zeno, sauf que ça sera mis par écrit. Le grand prêtre va faire en sorte de cibler tout ce qui plaira et tout ce qui ne plaira pas à Zeno et de le formaliser par écrit, c'est tout. Beerus finit alors par se la fermer, tandis que Raw ricane encore. C'est vrai que ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses pour le futur tournoi, et en particulier concernant l'utilisation des fameux senzu, les haricots magiques. Et je pense vraiment qu'ils seront utilisables. Après, concernant les Potara, c'est encore trop tôt pour juger, et c'est surtout bien plus abusé qu'un simple senzu ou un fruit permettant de power-up. Mais on peut penser que chaque univers va avoir son propre type de boost, et ça sera drôle de voir chaque idée à exploiter par univers et comment Toriyama va nous tourner ça. Sinon, je vais maintenant me répéter en vous disant que Boo me fait très sérieusement très plaisir. Il peut riposter ultra facilement avec Basile en mode power-up maximal. Et on est dans une pure ambiance DBZ. Ça fait vraiment plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que vous avez vraiment adoré ce passage-là. D'échange de coups au corps à corps entre Boo et Basile. C'était vraiment énorme en termes de dynamisme. L'OST l'accompagnait, la musique l'accompagnait très très bien et soutenait ce fameux dynamisme-là. Et la toile animation nous donne vraiment ce qu'on aime dans des combats façon Dragon Ball Z. Et là, on y est pour de bon. Enfin, Basile semble déjà atteindre certaines limites à ce moment-là, quand Boo est à terre. Et en plus, avec toutes ces veines dans ses yeux-là, on sent vraiment que ce power-up n'est pas naturel. Et Boo se relève en mode vraiment alpha, en lui disant « tu es fort, mais moi je le suis encore plus ». Et là, c'est le moment que j'ai sûrement préféré en termes d'action de cet épisode-là. C'est le Kamehameha de Boo. Ai-je besoin de vous décrire à quel point c'était énormissime et tellement bien mis en scène, on a senti la puissance de cette attaque-là. Alors que Boo, il est quoi? Il est de niveau SSJ2, au pire SSJ3. Ça se discute. Et du coup, j'ai vraiment espoir, j'espère vraiment que les combats de niveau divin, comme ceux de Goku, exemple Goku face à l'alien, auront une même réalisation de grande qualité comme celle-ci. Que l'on sente réellement les impacts et les niveaux de puissance, cette montée en puissance du combat. D'un simple coup d'œil, vous vous en rendez compte. C'est ça que je veux pour des combats par la suite du tournoi. En tout cas, Basile ressort de ce Kamehameha, il a l'air en bonne forme, mais le vieux Kaioshin comprend pour la limite liée à ce fruit-là, mais Goku ne comprend pas, et c'est un peu bizarre. Le vieux Kaioshin connaît-il ce fruit-là, un fruit similaire dans l'univers 7? Ça m'étonnerait en tout cas. Ou alors est-il simplement un bien meilleur analyste du combat que Goku? On a très bien vu dans l'arc Boo que ce vieux Kaioshin-là regardait les combats sur sa boule de cristal et les analysait parfaitement bien à chaque fois, avec une très très grande précision. Le combat est alors gagné pour Boo, et c'est le moment du câlin qui vous a fait beaucoup rire, moi aussi, entre Beerus et Kaioshin. On voit que leur lien s'intensifie et c'est drôle de voir que Majin Buu, ayant décimé et tué les Kaioshin à l'époque, soit maintenant une source de joie et de pur bonheur pour Neptune de l'univers 7, alors qu'avant c'était le cauchemar du siècle. On a la confirmation que Satan n'a pas feinté, on le voit reprendre connaissance suite aux soins de Majin Buu tout simplement, et on voit maintenant Sidra qui est resté assez silencieux dire que Basile a été pathétique. Et je trouve que là encore une fois, Sidra a pesé beaucoup ses mots. Beerus ou Ciampa auraient voulu détruire le mec qui a perdu. Donc je pense que Sidra est dégoûté surtout par le fait que Basile ait plus ouvert sa bouche durant ce tournoi, durant ce combat, c'est-à-dire qu'il a pas arrêté de se moquer, de rire, plutôt que de combattre sérieusement. Il l'a fait un peu à la fin, mais au début il a pas pris ça au sérieux. Mais le souci c'est que Lavenda ne semble pas vraiment mieux sur ce point-là. Il a l'air plus dangereux, c'est vrai que Basile, mais on voit qu'il a l'air d'aimer beaucoup se moquer aussi. Et on profitera de ce passage pour apprendre que tuer est autorisé dans le tournoi.
Et je pense que cette règle s'appliquera au tournoi final, tournoi de la puissance de Zeno, qui aura lieu ensuite dans la série. Donc tous les coups sont permis et je sais que de suite ça va vous sauter à l'esprit. Tout le monde va penser en fait à Hit. Hit sera autorisé à utiliser ses techniques d'assassin. Et reste à savoir si ce monde du vide dans lequel le tournoi est organisé et dans lequel, je vous le rappelle, le temps n'existe pas, eh bien lui permettra quand même d'utiliser ses techniques et en particulier le Tokitobashi qui est lié au temps. S'il n'y a pas de temps, peut-il tout de même l'utiliser? Je suis en train de rassembler des éléments là-dessus. En tout cas, comptez sur moi pour qu'on se fasse une analyse en profondeur de ça sur la chaîne. Mais plus important pour le moment, pour aujourd'hui, franchement, autorisé de tuer, je ne pense pas que ça arrange énormément la Team Z. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans un tournoi, Goku, Gohan et Vegeta, pour prendre eux pour exemple, eh bien ils se battent à fond mais ils se battent pas pour tuer quand même. Même Vegeta qui est assez froid, il se bat pas vraiment pour tuer. Ils y vont à fond mais avec ce petit grain de retenue qui fait qu'ils ne vont pas tuer l'adversaire. Mais je suis sûr que la majorité des autres combattants s'en foutront totalement de prendre soin de la vie des autres. Et c'est le cas de Lavenda à ce moment. Donc c'est maintenant au tour de Gohan en cette fin d'épisode 79 de monter sur le ring, qui dit à son père « Regarde maintenant à quel point je suis fort ». À vrai dire, je pense pas qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Je pense que Gohan n'est guère plus fort que ce qu'on a vu précédemment. Par contre, son potentiel est bien sûr là. Et ça finit sur un magnifique plan de Gohan qui devient ultra sérieux. Et je ne pense pas que pour l'instant, il ait déjà retrouvé sa forme potentielle éveillée, sa forme mystique ou forme ultime. Je ne sais pas sous quel nom vous la connaissez. Je ne pense pas que ces petits entraînements par-ci par-là avec Piccolo l'aient mené jusque-là, jusqu'à redévelopper déjà sa forme potentielle éveillée. D'ailleurs, en preview du prochain épisode 80, celui de la semaine prochaine, on le voit passer en mode Super Saiyan 1. Donc je ne pense pas et je ne vois pas l'intérêt de se transformer en Super Saiyan 1 s'il avait redébloqué, réveillé cette forme potentielle maximum qu'il cache en lui. Concernant cette fameuse preview de l'épisode 80, vous savez que j'en parlerai en détail dans ma vidéo review du futur, dans laquelle je m'amuse à vous proposer une review d'un épisode qui n'est pas encore sorti environ une semaine avant. C'est un format que j'apprécie beaucoup et donc on va vraiment s'analyser la preview là-dedans. Mais en tout cas, pour en parler l'histoire d'une minute, parce que vraiment c'était prenant, on nous laisse apercevoir un Gohan qui se donne à fond face à un Lavenda déterminé à tuer. On voit vraiment encore cette ambiance Dragon Ball Z qui ressort. Gohan se fait empoisonner par Lavenda et Lavenda rigole et je pense que tout comme Basile, il va commencer à se relâcher et à prendre Gohan de haut et même à se moquer de Basile en disant regarde Basile, contre quel genre de gars tu as perdu. Et d'ailleurs ça arrange notre équipe, tant mieux. Dans cette preview, on n'a aussi aucun visuel de Gohan potentiel éveillé. Je vous présente à l'image le visuel officiel de Gohan potentiel éveillé, de Gohan mystique qui nous a été donné dans le magazine V-Jump et aucun des visuels de la preview ne correspond avec ce Gohan là. On le voit uniquement en forme normale et SSJ1 dans la preview. Ensuite, on voit également Lavenda qui est capable de souffler du poison. Ça, c'était une de mes interrogations. Comment Lavenda et Bergamo peuvent empoisonner leurs adversaires? On a l'impression qu'il peut soit poser sa tête sur quelqu'un, et là il le fait avec Gohan, soit lui souffler directement au visage et lui faire respirer cela. En tout cas, ça fait pas mal de choses à analyser et que je vous proposerai alors donc sur la chaîne très rapidement. Comptez vraiment sur moi pour vous le proposer. En tout cas, je pense que Gohan va être poussé dans ses derniers retranchements jusqu'à avoir une ultime contre-attaque qui sera sûrement ultra spectaculaire, mais qui selon moi ne va pas lui donner forcément la victoire. Je reste dans mon optique et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme quoi une défaite serait bénéfique en termes de scénario à Gohan, pour vraiment être bousculé et avoir une vraie approche du tournoi de la puissance. Avant de se quitter, je vous dirai en 30 secondes que l'animation était vraiment très bonne, de très bonne qualité pour moi. Quelques plans un tout petit peu inégaux qui faisaient légèrement tache sur Gohan, sur Beerus, les plans de fond, mais rien de grave. Et la musique était ultra soutenue, très bien adaptée. Et ce qui m'a le plus plu dans cet épisode, visuellement, c'était vraiment la réalisation très DBZ-esque. Je pense que la fameuse Dragon Ball Room dont je vous parlais sur la chaîne récemment porte ses fruits et permet d'introduire de plus en plus d'éléments qui nous font plaisir au sein de Dragon Ball Super. Les devins, je pense qu'on a vraiment fait le tour de cet épisode 79 de DBS. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.